Du professeur Capé de Bana, que j'ai eu à rencontrer le 1er novembre lors de la remise du prix Paul Théa Communication. Bonjour, monsieur le professeur. Merci, ma fille. Vous êtes bienvenue. Depuis l'autre jour, vous vous êtes assez bien promené dans l'Afrique. Et pendant tout votre parcours, il y a aussi des parties tristes et sombres tout au long de votre parcours, qui est votre emprisonnement en Guinée au sinistre et célèbre prison, à la sinistre et célèbre prison qui s'appelle le Camp-Boiro, sous Sékou Touré. Le Camp-Boiro, oui, j'ai fait 10 ans au Camp-Boiro avec le premier ambassadeur représentant des Nations Unies, Diallo Telli, qui a fait les 10, nous avons fait la même cellule jusqu'à ce que on soit venu l'enlever pour aller l'enterrer vivant, on peut dire ça. Donc vous m'apprenez là que monsieur Diallo Telli a été enterré vivant. Vivant, oui. Oui, on l'a enterré vivant. Il a montré les mains comme ça pour protester. Il dit non, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Parce que nous étions au Camp-Boiro, dans la cellule numéro 49 du Camp-Boiro. On est venu l'enlever. Et il m'a dit que quand je sors, je dois donner les nouvelles à la famille. Et après, je suis allé accomplir la mission à titre posthume à la famille. Donc, on l'a assassiné, mais j'avais quand même déjà annoncé les nouvelles. C'était une lourde tâche? Une lourde tâche. Une lourde tâche que je porte jusqu'aujourd'hui. Parce que c'était quand même le secrétaire général de la fondation de l'Union africaine. Oui, oui. Ça, on ne peut jamais l'oublier. On ne pourra jamais l'oublier. J'ai toujours obligé ou demandé, même à ses successeurs actuels, de faire un monument, de transformer le Camp-Boiro en monument de Diallo Telli. Jusqu'aujourd'hui, c'est mon projet. Et vous avez côtoyé d'autres personnes dans cette célèbre prison? Ah oui, j'ai côtoyé le maire de Conakry même, qui s'appelait Sanon Mamadi, qui est venu avec nous, qui est venu me joindre là-bas. Oui, Émile Cissé, maire de... Un homme brillant. Un homme brillant. Et le président Houphouët-Boigny, à l'époque, l'a retenu de ne pas venir. Il dit que non, la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique, mais quand même, je suis né en Guinée. Il faut que je rejoigne mon pays. Mais le président Houphouët-Boigny lui a dit, Sékou Touré va te tuer, parce qu'il est rancunier. Et ça a été arrivé comme ça. Il a dit quand même, je préfère mourir dans mon pays pour la cause. Et vous avez été arrêté pour quel motif? Pour le motif que, d'abord, j'ai célébré la mort de Telli à l'Institut Polytechnique où j'étais le professeur principal. Oui. Et puis j'ai célébré le nom de Telli. Sékou Touré m'a fait arrêter, que je suis un contre-révolutionnaire, parce que je rappelle le nom. Sékou Touré était un homme très rancunier. Il dit pourquoi je parle de Telli alors que c'était un rebelle, etc. Dans tous les cas, même les grands chefs d'État d'aujourd'hui, les De Gaulle, tout ça, tous ces gens-là ont été des rebelles. Les Kadhafi, c'était des rebelles, etc. Les Marc Millan en Angleterre, c'était des rebelles. En Afrique, de cette génération, oui. Tous les chefs d'État n'étaient que des rebelles aux anciens régimes. On n'a pas connu des chefs d'État de cette génération de 1949-50 qui soient venus normalement au pouvoir, parce que même la démocratie n'existait pas.
À cette époque, effectivement. Bon, donc, vous voyez, même De Gaulle a fait comment 13 ans, X années à Paris, toujours au pouvoir. Oui. Donc, vous avez passé 10 ans, 10 ans. enfermé dans les geôles du Camp-Boireau. Oui, oui. Vous avez côtoyé des personnes qui étaient quand même influentes au sein du gouvernement, de Sékou Touré. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le panafricanisme, comme il était décrit, était vraiment était vraiment sur le bon chemin? Bon, disons que si on juge l'histoire par rapport à l'époque, parce qu'il ne faut pas juger les choses par rapport à son évolution, c'est par rapport à l'époque, les réalités du moment où on a fait, ça veut dire que les gens étaient en majorité d'accord. Bon, il faut juger l'histoire par rapport à l'époque où ça s'est fait. À un moment donné, le peuple et l'histoire évoluent. Le peuple évolue, mais l'histoire reste. Parce que l'histoire ne bouge pas. Il a été fait. L'histoire, c'est les dates nodales de la mesure du temps. Quand un fait devient historique, c'est qu'on ne peut plus changer parce que même les générations ont changé. Donc on ne doit pas changer. C'est pourquoi ça devient historique. Oui, effectivement. Et justement, cela m'amène à vous poser cette question. D'aucuns disent que Sékou Touré est le père du panafricanisme. Et vous, qu'en dites-vous? Ah non, non, le panafricanisme, c'est pas le père de panafricanisme, c'est Nkrumah. C'est Nkrumah du Ghana qui s'appelle le Rédempteur. C'était le plus grand dictateur de l'Afrique à l'époque, puisqu'il s'appelait le Rédempteur, c'est-à-dire le responsable suprême. Le mot là vient de Nkrumah, qui n'a jamais porté ce nom-là par rapport au vivant de Sékou Touré, qui était un homme sourcilleux et jaloux. Parce que Sékou Touré était un mégalomane, qui ramenait tout à sa personne, au point de se nommer le responsable suprême de la révolution africaine. Donc Sékou Touré est un mégalomane. Oh là là. Non, non, il n'y en a pas eu trop. C'était notre Hitler de l'Afrique. Donc, sur ces mots, je vais justement arriver à cette question. Est-ce que, si c'était à refaire, vous le referiez? Non, ma chérie, on ne refait pas l'histoire. On ne refait pas l'histoire. Pas l'histoire, mais les actes que vous avez posés. Mais oui, mais les dates, mais à l'époque, il faut que je sois encore jeune comme avant. Oui. Aujourd'hui, les choses, le monde évolue. Il ne faut pas vivre à reculons. À l'époque, tu n'étais pas né. Du tout. Bon, donc, on ne peut pas t'infliger d'avoir été, si c'était toi, comment tu allais faire? Tu allais faire comme nous avons fait, puisque tu aurais été à notre place jeune. Tu fais des choses à la fois innocentes et à la fois par bravoure et à la fois par têtutesse et tout ça. Maintenant, nous sommes à l'âge de la réflexion. Donc, de passer le message. Je ne peux pas passer le message à des jeunes de faire comme moi je faisais. Parce que la vie change. Oui. Ce ne sont pas les réalités du monde qui étaient à mon âge, qui est la réalité d'aujourd'hui. Même le micro que tu m'étends aujourd'hui n'existe pas. Effectivement. Effectivement. Et je pense que peut-être, à cette époque-là, je n'aurais peut-être pas eu le droit de vous interviewer comme je le fais aujourd'hui. Non, pas, mais oui, tu n'aurais pas eu le droit, mais tu n'aurais eu le droit que si un État, tu es fonctionnaire et tu le fais, parce qu'on va chanter le nom du chef d'État au pouvoir pour que tu m'interviewes. Parce que si tu m'interviewes et que tu acceptes ce que j'ai dit, on va t'arrêter toi-même. C'était ça. Mais c'est l'époque. Tu aurais fait, mais
les conséquences auraient été différentes. Et ce n'aurait même pas été à ma maison, dans ma maison. C'est l'État qui évolue, ma chère maman. C'est ça. Il faut accepter l'évolution avec ses réalités. À l'époque, tu ne serais pas encore journaliste. Voilà. Effectivement, effectivement. Et est-ce que pendant votre détention en Guinée, vous avez eu de la visite? Ah non, 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 justement, parce que c'était une visite, c'était une prison souterraine. Il n'y avait que les gardes-corps de Sékou Touré et le garde de ce camp-là qui étaient des militaires et des gardes républicains. Même le chef d'État de l'armée est venu mourir dedans, Kaman Djabi. Le grand haut représentant de la politique est venu mourir dedans, Diallo Telli, pourtant soutenu par l'Union africaine dont il était le premier secrétaire de la création. Il est mort dedans, sans que même aucun État, c'est ce que je regrette toujours, ait déploré cette mort. J'avais même recommandé un funérail africain pour lui. Diallo Telli était l'un des grands intellectuels de l'Afrique de son époque, parce qu'il faisait partie de ceux qui avaient en même temps la formation et la culture. Surtout, c'était ce qu'on appelle dans votre dialecte anglophonique là, un gentleman. Un homme gentleman, comme on dit vraiment, dans son acception. Et puis, il aimait le peuple. Et il avait une chose qu'on redoutait, c'est qu'il était très intelligent et très ouvert. Et je pense que c'est la jalousie qui l'a fait tuer. Il était brillant, il en était conscient. Et à l'époque, dans cette époque-là, les gens comme les Sékou Touré étaient davantage plus jaloux qu'autre chose. C'était la jalousie de son intelligence et de sa fierté, puisqu'il était aimé par tous les chefs d'État d'Afrique, puisqu'il était à l'OUA. Sinon, il ne serait pas allé à l'OUA, parce qu'à cette époque, il était le seul capable de pouvoir soulever l'enthousiasme quand il parlait dans l'assemblée de tous les chefs d'État réunis en Afrique. Parce qu'à l'époque, personne que lui, dans sa génération, et même Sékou Touré, il avait peur qu'il soit aussi brillant. Parce que les gens comme les Houphouët-Boigny, ça il faut le dire aujourd'hui, puisque même les Houphouët ne sont plus là pour témoigner, avaient misé sur lui pour remplacer Sékou Touré. C'est même la vraie cause, l'une des vraies causes de sa mort. Le Sékou Touré et le Senghor voulaient qu'il remplace Sékou Touré. Et surtout que même sa famille était déjà à Dakar. Et tout ça avait donné le sentiment pour Sékou Touré qu'on veut l'éliminer pour mettre Diallo Telli. Il faut que les gens précisent ces aspects, disons, intimes et psychologiques à l'époque. Peut-être qu'à l'époque, ça ne serait pas arrivé, mais c'était arrivé parce que l'époque était les chefs d'État d'une médiocrité au pouvoir, qui n'étaient pas tous formés. On n'aimait pas la génération qui était des universitaires, des hommes de culture. Mais son cas était plus accentué qu'il
il était si brillant et le montrait. Surtout qu'il était quand même secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Et il avait la dimension plus que celui d'un chef d'État parce que c'est lui seul qui réunissait les chefs d'État. Je répète toujours que c'est ce point-là qui était un point qui rendait le Guinéen, le Sékou Touré complexé. Ce n'est pas le complexe qu'il a éliminé. Voilà. On peut accentuer sur cet aspect, parce que nous avons vécu ça, même dans les yeux de Sékou Touré. Quand tu parlais de lui, de Sékou Touré, il devenait plus noir que jamais. Je peux dire ça comme ça. Il n'aimait pas entendre son nom. Il devenait plus noir. Je me souviens le jour que je suis venu d'Algérie en Guinée, puisque c'est lui qui m'a précipité pour que je vienne en conférence, et puisque j'étais au cabinet de Bembella à l'époque en Algérie. Et pourtant, il a dit à Sékou Touré, comme Bembella était très brillant, très éloquent, tout ça, on disait que c'était moi le conseiller de Bembella. Alors il a eu la jalousie de ce point de vue parce qu'il était très soucieux de nature. Hein. Tout ce qui brillait, Sékou Touré, il voulait. Et pourtant, il s'est fait une amitié courte avec Bembella. Et c'était pour m'arracher de Bembella, parce qu'il lui avait demandé une fois, mais qui vous rédige votre discours? Bembella a dit mon nom. C'est à cause de cela aussi qu'il est tombé et il a envoyé, m'amener en Guinée. Hein. Ce n'est pas moi qui suis allé en Guinée. Il a envoyé me chercher en Algérie. Qui était l'ambassadeur de Réautra. Vous savez, Réautra, qui était l'ambassadeur de Guinée en Algérie. Après aussi en Côte d'Ivoire, il était le plus intellectuel de l'époque, Réautra. C'est le plus célèbre. Non seulement il a tué Réaustra, il a tué aussi le frère de Réaustra, l'autre Réauta qui était pharmacien et qui était venu avec moi dans la même cellule que son grand frère qui était déjà mort, le Réaustra, oui, qui lui était pharmacien de formation. Hein. Et bien donc, voilà comment la famille a disparu. En Guinée, la famille des Réautra, qu'ils étaient quand même de la même tribu que Sékou Touré les a pris pour les anéantir, parce qu'il était un homme soucieux de son orgueil, ne voulait pas d'exemple. Non, non. Même un étranger, il a comploté pour faire tuer les Nkrumah, les Moumiés. Hein? Donc, tous ces gens qui avaient accouru à Conakry, il faut que vous compreniez bien, tout le monde avait accouru à Conakry, c'est-à-dire tous ces intellectuels que Sékou Touré a attirés à Conakry, à cause, à l'époque, il faut le dire, de son courage à lui, Sékou Touré, qui brillait, qui séduisait dans les grandes conférences, et les gens comme le Moumié du Cameroun, puisque en Guinée, il y a encore l'ancien cimetière Moumié. Hein? Alors, à l'hôtel Kamayenne, là-bas, où nous avons séjourné d'abord dans un premier temps, c'est après la mort de Moumié qui nous a sortis du camp Kamayenne en disant à ce moment-là que ça lui coûtait trop cher. Même évacuer la veuve de Moumié qui était encore en Guinée, après l'avoir séduit, puisqu'il était un grand séducteur. Hein.
Donc, moi, personnellement, comme j'ai protesté, j'ai dit non. La femme de Moumié serait comme une présidente du Cameroun. Avec ça, il a dit, ah oui. Un jour, j'ai dit ça avec ma juvénité de l'époque, quoi. Il dit, ah oui. Parce que j'ai dit à la femme de Moumié, attention, tu n'es pas n'importe quelle femme. Tu ne vas pas aller rester avec Sékou Touré jusqu'à ce qu'il te séduit. Toi aussi, ton mari est mort en tant que président. Il faut que tu portes ce drapeau-là dans ta postérité, etc. Donc mon premier enfant, que j'ai appelé Moumié, hein, qui est le premier médecin africain, disons pas médecin africain dans le jargon de l'OTAN, le premier noir qui est médecin, qui a fait ses études en Allemagne et a été reçu médecin dans sa génération. Dès que Diadé Telly était venu en prison, il m'avait trouvé déjà là-bas. On l'a amené directement dans ma cellule. Heureusement que j'ai pu donner à la famille. Il a dit oui, je suis venu ici, si on m'a amené ici. Si je meurs ici, je commence à pleurer. Il dit si, je vais mourir ici. On ne peut pas m'amener ici et me sortir vivant. Il a dit ça. Il dit, malgré l'intervention des chefs d'État, puisqu'il était secrétaire général fondateur de l'unité africaine, il croyait, lui, que, bon, Sékou Touré ne tuerait pas un type de connu comme ça par toute l'Afrique. Il m'a dit que quand je sortirai, il dit que je sais qu'on ne vous tuera pas, mais moi, je vais mourir ici. Je ne sortirai pas d'ici vivant. J'ai déjà donné ce témoignage. Et comme Sékou Touré était d'une haine à l'époque avec Senghor, toujours d'une haine, parce que quand tu prononçais le nom de Senghor devant Sékou Touré, ça te valait tout de suite le camp Boiro, la prison. Parce qu'on le comparait à Senghor. Puisque Senghor, lui, c'était le plus instruit de l'époque, le normalien, le poète, et tout ça. Ah non, là, vraiment, c'était terrible pour Sékou Touré de parler de Senghor. Et pourtant, c'est Senghor, tout ça, et le Nkrumah, et le Houphouët-Boigny, qui sont venus nous libérer du camp Boiro. Cet aspect, je tiens, puisque ma vie... Cette séquence m'a permis de vous revoir aujourd'hui. Ce sont des gens qui nous ont sauvés, qui m'ont sauvé. Voilà. Le Nkrumah était là, tous ces gens ont disparu. Je suis presque le seul témoin de leur mémoire. C'était les grandes figures de l'Afrique de leur époque. Parce qu'ils avaient combattu. Ils n'avaient pas fait le charlatanisme de l'électorat comme on fait aujourd'hui pour gagner les voix du peuple. Ils étaient les leaders naturels de l'Afrique. Je dis bien les leaders naturels. Il n'y avait pas même de concurrence. Donc dans chaque pays de ces époques, les Moumié du Cameroun, les Senghor du Sénégal, les Sékou Touré de Conakry, le Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Voilà les leaders de l'Afrique, hein, qui ont libéré l'Afrique. Hein. Nous, nécessairement, on était jeunes. Hein. Moi, je suis comme un témoin de luxe aujourd'hui. Quand Diallo Telly n'était pas seulement torturé, il est sorti pour aller mourir. Puisque quand il est arrivé, il a eu comme une parole de prophète en disant que si je suis venu ici, je sais que je ne sortirai pas vivant. Et il m'a dit, professeur, si vous sortez un jour, parce que je sais au moins que vous sortirez. Je suis sûr que vous sortirez vivant, parce que vous n'êtes pas né guinéen.
Sékou Touré ne se permettra pas de vous tuer. Et encore, qui sait que même la France, tout ça, vous soutiennent. Surtout Sékou Touré, ils savent que Houphouët-Boigny, c'est l'artisan des Français ici. Donc vous sortirez vivant. Et son frère, comme ça, Siaka Touré, voilà le chef de la police. Il a remplacé tout le camp par Siaka Touré, puisque c'est Siaka Touré qui m'a mené à la cabine technique, comme on appelle. La cabine technique, c'était de te mettre le clou entre les mains, comme ça, et puis t'attacher derrière, et le sang montait pour aller. Nos doigts étaient comme une banane. Tout le sang descendait dans les doigts des pieds. C'est vraiment... Parce que Dieu n'a pas voulu que moi je suis vivant. C'est pas dit que par la force et tout ça. Je fais passer le temps à chanter l'hymne camerounaise. Et ça aussi, ça a été grave. Il dit, il ne connaît même pas l'hymne de la Guinée. Il chante l'hymne camerounaise. Que depuis quand? Moi, je chantais l'hymne guinéen en Soussou. Moi, je ne savais pas, je ne savais aucune langue nationale de Guinée à l'époque. Voilà. Moi, je chantais l'hymne camerounaise. Même que j'étais opposant du régime du Cameroun, je chantais quand même l'hymne du Cameroun. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Autrefois, tu vécus dans l'illettrisme, dans la domination. Pour aujourd'hui, tu vis dans paix, dans la paix de nos parents, de nos ancêtres. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécus sous domination. Comme le soleil qui commence à paraître, peu à peu tu sors de la domination. Que tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tous unis pour te rendre prospère à jamais. Et toujours tu seras le vainqueur. Terre d'Afrique, mère chérie, à toi l'honneur et le grand honneur. Terre d'Afrique, mère chérie, à toi le mort et le grand honneur. Voilà, j'ai chanté ça. Ah oui, il ne chante même pas l'hymne de la Guinée. Il dit, bon, ben, ce que j'ai appris de mon berceau, je suis en prison, je suis toujours citoyen. Hein, et comme ça, comme j'étais aussi nationaliste de l'UPC, exilé en Guinée, parmi les moumiers où il est enterré, etc., hein, il disait, ah oui, je dis qu'il ne me reste ça, le chant patriotique de mon peuple, et de mon pays. Oh là, les agents secrets qui nous surveillaient en prison allaient lui rendre compte. Ah, il ne chante même pas l'hymne de la Guinée, il chante que l'hymne de son Cameroun. Il dit, bon, que Aïdjo qui l'a renvoyé vient le tirer ici. Vous voyez, je n'avais aucun secours de mon pays. Je suis resté là-bas 11 ans sans voir un Camerounais, sauf 2, 3, 4 qui sont venus et qui sont morts en prison devant moi. On ne sait pas où on les a pris. Et quand on voyait qu'il allait mort, on les envoyait en Sierra Leone. C'est en Sierra Leone qu'ils sont allés mourir, etc. Voilà, c'est quand le Camboiro, la diète, il ne devait pas laisser cet aspect de la diète. Il y avait la diète noire. La diète noire, c'était que tu restes 7 jours sans boire ni manger. Donc je suis sorti du Camboiro avec, je n'avais pas de chair dans mes bras, là, je ne peux pas plier mes doigts comme ça. Bon, je n'avais plus d'os sur mes côtes. Mes côtes étaient, il n'y avait pas de chair. Hein? Et puis donc,
Et quand je suis sorti de là-bas avec le secours de pouvoir de l'époque, du général de Gaulle et tout ça, à titre posthume, il faut toujours continuer à le rendre hommage. Ils ont sorti pour me ramener, me soigner ici à l'hôpital de Val-de-Grâce. Je fais 13 mois à l'hôpital de Val-de-Grâce pour pouvoir encore parler et récupérer les os. On me piquait dans la tête, on me mettait les piqûres dans la tête pour nourrir, que ma tête puisse encore, que les cheveux même puissent sortir. C'est pas les aiguilles, les produits chimiques qu'on a fait encore que ma tête, que les cheveux sortent. Les cheveux ne sortaient pas. J'avais les dents en dehors de mes lèvres. Même mes lèvres là ont été replantées. Hein? Donc, on a mis des piqûres dans mes lèvres pour que ça repousse. À Val-de-Grâce ici. J'ai voulu qu'on m'ait affecté ici en France. Je serais mort en Afrique. Quel que soit l'Afrique, l'endroit de l'Afrique où on m'aurait interné, je ne serais plus en vie aujourd'hui. Puisqu'on m'a amené ici, on m'a amené directement du Camboiro à l'hôpital Val-de-Grâce ici. Il y a un médecin, on devait appeler ça Val Capé de Bana. J'ai dit que non. Ça, c'est les grandes histoires. En Europe, on n'enlève pas le nom d'un historien qui n'aurait pas été traître de son pays. Et à Val-de-Grâce, même si on enlève, moi, je n'accepterai pas qu'on me remplace avec un héros aussi de son temps. C'est un héritage très lourd. Voilà. Télé n'était dans aucun complot. Hein? Télé n'était dans aucun complot. Il faut retenir ça. Quand je suis sorti de là, je suis allé voir la famille de Télé. Partout où étaient dispersés les membres de sa famille, je suis allé dedans. Je suis allé au Togo, aussi à l'époque, pour voir certains des membres de sa femme. C'est ça. Je suis allé au Mali, chez Modibo Keïta. Donc je suis allé faire partout par là pour donner les témoignages. Je fais le tour de l'Afrique pour faire des conférences sur le Camboiro et donner les témoignages. Cet aspect-là doit être souligné. Et tous les livres, parce que tout ce que les télés de sa génération ont écrit, Sékou Touré a fait brûler tout. Brûler. Il ne voulait même pas que les archives restent dans aucun tiroir. Il a fait la fouille au domicile de tous les ans, hein, de toute la population de Conakry. Il a fouillé même sous le lit des habitants, même dans le cercueil des bébés, parce que quelques familles allaient cacher les choses dans le cercueil de bébés, croyant qu'on ne fouillerait pas là-bas. Lui-même a précisé là où il faut fouiller, sous le matelas et tout. Voilà, c'est la fouille de cette époque, de la coordonnée par Sékou Touré, parce que c'est lui qui mettait le point où il faut fouiller. Et les soldats étaient d'autant plus corrects et obéissants que si il faisait fouiller les militaires, il envoyait encore les jeunes qui étaient encore plus soumis, qu'on appelait la GRDA. Oui, le Sékou Touré, le PDG des jeunes, la jeunesse guinéenne. Donc, il les avait formés pour contrôler là où les militaires ne voulaient pas aller contrôler. Il y avait les femmes, à ce moment-là, les femmes de Guinée, les femmes de Guinée, les jeunes de Guinée. Ils appelaient ça l'organisation des masses, des femmes et des masses.
Il avait encadré la Guinée dans toutes les couches de Guinée. Et le Katsori, tout ça, qui était le maire de Conakry à l'époque, Katsori, a été aussi, il m'a rejoint dans ma cellule, Katsori, le maire de Conakry. Il est soupçonné de le remplacer. Parce qu'il était aimé par le peuple de Conakry qui était le Soussou. Donc, il avait peur de tout ce qui pouvait lui porter l'ombre. Vraiment. On s'est demandé. Puisqu'il haïssait même ses parents. Il haïssait même ses parents, Sékou Touré. Il haïssait même ses parents. Et ça, Sékou Touré était un homme. Parce qu'il a dit un jour au palais du peuple que les Chinois sont venus construire en Guinée. Il a dit c'était les ministres se réunissaient au palais. Et nous qui étions ses conseillers proches, qui écrivions ses mémoires, il a dit en Guinée, dans une conférence populaire, il dit « Aucun de tous les ministres qui sont assis devant moi ne diront jamais où se trouve la tombe de l'ancien président. » Les gens ne comprenaient pas tout ça. Mais c'est après... Les gens chuchotaient dans le quartier, disant comment. C'est là que les plus intelligents, les plus vieux, disaient, mais ça veut dire que vous ne serez plus vivant, vous serez mort. Quand il dit, aucun homme, aucune personne dans cette salle ne dira jamais où est la tombe de l'ancien président. Ça, c'est quelque chose de terrible. Il a détruit jusqu'à dans sa sève, sa succession, la relève de la Guinée. Normalement, les Guinéens d'aujourd'hui devraient oublier Sékou Touré, mais il avait marqué la Guinée à la manière de Hitler, qui faisait que on chante son nom même, qu'on enseigne le Mein Kampf, c'est-à-dire mon combat. C'est le livre historique de Hitler, Mein Kampf. Il a écrit son livre, Mon combat. Que le Mein Kampf, quand tu dis ce nom-là devant, en face des gens de cette génération, Mein Kampf, on a peur de toi tout de suite. Mein Kampf, mon combat, qui a allumé la Deuxième Guerre mondiale, etc. Il faut jamais, la première des choses, c'est que De Gaulle et tout ça est venu au pouvoir, il a fait interdire le Mein Kampf comme dangereux. Mais cette jeunesse est très grave, parce qu'on dit qu'il y a deux choses dans un peuple, c'est l'histoire et la jeunesse. Si une jeunesse oublie l'histoire de sa génération, quand on dit disparition, c'est-à-dire 100 ans, une génération dure 100 ans. Toute personne qui n'a pas 100 ans, qui oublie l'histoire de son peuple, est dangereuse pour le pays et pour sa survie. La mémoire de tes ancêtres ou de tes dévanciers, pour dire ça en gros, de tous ceux qui t'ont dévancé, l'histoire avant toi, il ne faut pas qu'ils meurent sans que tu ailles leur demander ce qu'ils en pensent. Parce que dans notre génération, on dit que si tu veux connaître l'histoire de ton pays, il faut fréquenter les vieux ou les vieilles. C'était notre source de connaissance de l'histoire de ton peuple. Il faut aller voir tes grands-mères, tes grands-pères, si on a la chance de les avoir vivants. C'est eux seulement qui connaissent l'histoire. Et ça n'est pas écrit dans les livres. Bon.
faut aller vers les vieux pour connaître l'histoire de tes ancêtres, de ta lignée, de ta famille et tout ça. Aujourd'hui, vous avez la chance parce qu'il y a tout ça. Il n'y avait pas avant. Ce n'est pas la fabulation, les adages, comme ça qu'on racontait, les proverbes qu'on appelle, qu'on racontait les histoires d'un peuple. Hein? On dit au pays, mes parents disaient ça. Toujours on dit comme ça. On ne dit pas j'ai lu ça. On dit non, mes parents disaient ça. Mon père disait ça. Mes grands-parents disaient ça. Voilà le témoignage jusqu'à l'écrit de notre génération. Ce n'est pas les vieux qui étaient les sources de l'histoire. Tu ne rends pas visite à tes grands-parents, c'est que tu es maudit. Parce que c'est eux qui détenaient l'origine de la famille. Personne que eux. Et c'est toujours comme ça que quand les vieux, tous les enfants qui naissaient, on les envoyait chez les vieux, chez leurs vieilles et tout ça, pour qu'ils aillent là-bas écouter ce que les vieux et les vieilles disent. Et pour que c'était l'école de l'histoire africaine, jusqu'à ce que votre génération, qui avait tous ces instruments qui n'existaient pas avant, donc sinon, si je n'étais pas à ces âges-là, je ne viendrais pas vous raconter tout ça aujourd'hui. Hein, il est mort en diète, il est mort de faim. Hein? On l'a torturé jusqu'à ce qu'il meure de faim. Hein? Et comme il savait qu'il allait mourir, il m'a dit ça, ce que je vous dis. Il a dit, professeur, puisque je sais que vous sortirez vivant, même si vous... J'ai dit, mais parce qu'on m'avait arrêté, c'est Touré. J'avais le nom de Keita. Keita, le surnom de Keita Kapé de Bana. On voulait que j'enlève tout mon nom pour qu'on ne dise pas que demain, on a tué un Camerounais, un étranger. Donc j'étais surnommé Keita Kapé de Bana. Mon nom s'appelait comme ça au Camboiro. Donc quand même on venait me chercher, on avait enlevé mon nom du Camerounais. On disait Keita. Donc finalement on a restitué Keita Kapé. Puisque l'état civil existait. Puis c'est Keita Kapé. C'était comme ça surnommé en sortant du Camboiro. Professeur, oui. J'espère que je ne prends pas trop de votre temps. Mais non, le temps là, c'est le temps historique. Hein? Le temps historique. Donc, après avoir passé toute cet après-midi avec vous, j'ai encore des questions pour vous. Et cette fois-ci, c'est des questions personnelles. Allez-y, ma fille. Vous avez cité le nom de Sagno Mamadi oui. comme étant un de vos copains de cellule, oui. Collègues de cellule. Oui, oui. Et moi, je suis la petite fille de feu Sagno Mamadi. Ah, voilà. Et j'aimerais avoir plus de précision pour mon histoire personnelle. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu ce que vous savez de Sagno Mamadi? Je dis Sagno Mamadi était le maire des plus privilégiés du système Sékou Touré. Parce que, étant gouverneur de Conakry, il avait dit à Sékou Touré, effrontément, comme ça le caractérisait, c'était d'une forte personnalité, il a dit à Sékou Touré, vous croyez que si ces hommes-là, tous ces gens que vous ramassez, étaient contre vous, vous seriez encore vivant? C'est Sagno Mamadi qui disait comme ça à Sékou Touré. Hein? Et que nous-mêmes, les gouverneurs, les Condé Émile et tout ça, les Émile Cissé qui viennent depuis Bofa, on s'est réunis à l'ensemble des gouverneurs de Conakry. Si tout ce monde était contre vous, vous seriez encore vivant? Surtout au fait que la France ne vous aime pas, qui est notre seule puissance administrante. Et De Gaulle, qui avait encore toute l'Afrique sous ses ailes. Si les Guinéens ne vous aimaient pas,
Donc on a chanté ces chansons, chanté Sékou Touré Alima, Sékou Touré la Guinée Alima, Sékou Touré l'Afrique Alima, que Sékou Touré la Guinée vous aime, que Sékou Touré l'Afrique vous aime, etc. Voilà les chansons qu'on chantait pour Sékou Touré. Donc Sékou Touré était devenu fou de sa gloire. Surtout quand... Et tout le monde s'habillait comme Sékou Touré. Il y avait le mode Sékou Touré, le col ras. Il avait une entreprise de couture à Guessia là-bas, qui fabriquait les chaussures et les vêtements de Sékou Touré pour que chacun ne se chausse que comme Sékou Touré se chaussait, que comme Sékou Touré s'habillait. Il avait un système soviétique à l'époque. Et est-ce que vous savez pourquoi Sanyo Mamadi a été arrêté? Oui, Sanyo Mamadi a été arrêté. Je répète encore, il était le gouverneur de Conakry. Et il a dit... Ministre de la Défense. Oui, ministre de la Défense, j'ai dit. Oui. Mais parce que le ministre de la Défense avait sous lui le commandement de Conakry. Donc, il s'occupait aussi du gouvernorat. Voilà, etc. Bon, alors qu'il a dit à Sékou Touré, vous croyez que si tout ce monde était contre vous, vous seriez encore vivant? Ah, Sékou Touré a considéré ça comme jamais personne. Comme une offense. Ah oui. Alors Sékou Touré s'est fâché, il a dit que ces gens-là, il ne faut pas les laisser vivants. Oui, Sékou Touré est mort, Sanyo Mamadi est mort pour sa liberté de langue, de franchise, disons comme ça. Et puis Aimé Condé, comme lui. Les deux grands de cette époque, c'était Sékou Touré. C'était Sanyo Mamadi. Il a dit aussi, il y avait le maire de Kankan, toute cette génération-là. Oui, oui. Donc, moi étant la petite fille, ce que nous avons appris, c'est que le grand-père a été arrêté parce qu'il complotait contre Sékou Touré. Et selon les informations, selon l'écrit que j'ai vu, parce que grand-père avait été en Allemagne pour aller négocier les tenues des militaires guinéens avec l'armée allemande, il est revenu avec une télé qui lui a été offerte là-bas en Allemagne. Et d'aucuns ont dit que c'était un appareil qui servait à espionner Sékou Touré pour transmettre des informations aux Allemands. Et que grand-père faisait partie des SS nazis. Qu'en dites-vous? Parce qu'à l'époque, quand vous alliez en mission à l'étranger, quand vous rentrez en passant par la présidence pour déposer à la présidence tout ce que vous auriez apporté de l'étranger. Mais comme ce n'était pas le cas, est-ce que c'était un appareil télé? Que Sékou Touré, la télévision n'était pas encore vraiment ancrée en Guinée comme par la suite, avec les soviétiques. Et on appelait à l'époque les soviétiques, l'Union soviétique. Et c'est l'État communiste de Khrouchtchev qui était d'accord avec Sékou Touré, qui soutenait le régime de Sékou Touré et qui a même une maison, un quartier en Guinée. Le quartier des communistes et des Vietnamiens. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Moi, je n'ai pas du tout connu cette époque. C'est ma mère plutôt, parce que bon, moi j'étais encore très petite. Voilà. Et quand vous étiez en prison, est-ce que Sanyo Mamadi vous parlait de ses enfants, de sa famille? Ah non, parce qu'il était interdit, même à deux personnes dans la même cellule, de causer entre elles. Donc il n'y avait aucune communication? Aucune communication. Donc, parce que devant votre cellule, il y avait un garde républicain pour penser que si vous avez besoin de quelque chose, il faut taper à la porte.
La porte était en aluminium, en zinc, comme on appelle, en toile de tôle. Donc vous tapez comme ça, le gardien. Il fallait taper 3 fois si vous avez soif. Ouais. Est-ce que Sagnou Mamadi a subi la diète? Ah oui, oui, tout à fait. C'est surtout pour lui qu'on a dit que même si on arrêtait les gens comme le Sagnou Mamadi et Condé Émile, gouverneur de Conakry, ça veut dire que c'est tout le monde a désespéré que ça, puisque c'était comme on disait les hommes de Sékou Touré. Oui. Si les deux là, Émile Condé et Sagnou Mamadi, étaient arrêtés, c'était la fin. Oui. Parce qu'il était les seuls voués à Sékou Touré. Il y a Madame Tigidjanké qui a fait une chanson et Madame Haribo qui ont fait des chansons sur cette période. On aimerait bien retrouver ces chansons. Et puis la musique, comment on appelle Soriba, comment on appelle cette première musique? Kandja Kouyaté, voilà. Sori Kandja Kouyaté. Ce sont les gens qui ont marqué l'époque et qui ont aujourd'hui encore, j'espère qu'ils doivent avoir encore des œuvres, oui, des œuvres, surtout des œuvres que les Guinéens à l'époque de l'étranger venaient acheter pour partir avec. Parce qu'à un moment donné, on a fouillé même les marmites de femmes. À cause de ces œuvres. À cause de ces œuvres, oui. Il y avait en circulation à Paris, même dans les bibliothèques scolaires, rien que les tomes de Sékou Touré, les citations de Sékou Touré. Oui. Oui, les tomes de Sékou Touré. Donc vous connaissez très bien le livre blanc? Le livre blanc, voilà, c'est nous qui l'avons écrit. C'est vous qui avez écrit le livre blanc? Oui, oui, le livre blanc, oui. Et dans quelles conditions le livre blanc s'écrivait? Il nous enfermait dans son bureau. Et vous étiez obligé le week-end d'écrire. On lui envoie, il corrige. Il y avait la garde républicaine qui faisait la navette avec nous. Il était allé se cacher chez lui à Cancan parce que c'était le seul endroit où il se sentait en sécurité. Après Kindia, après, il envoie une navette pour venir prendre le brouillon qu'on écrivait et qu'il corrigeait. Il l'envoyait pour qu'on mette au propre. Voilà. Donc en fait, vos écrits étaient dirigés? Oui, oui, mais bien sûr, puisqu'on lui envoyait le brouillon. Quand je dis le brouillon, les premières copies tapées à la machine dans son secrétariat à la présidence. Oui. Il tape en grosses lettres parce qu'il fallait toujours taper gros. Vous voyez pas trop clair. Les dépositions des gens qu'on devait aller tuer. Parce que, comme ça, comme le livre blanc est circulé partout, sauf l'ambassade de France, on doit trouver ça parce que c'est l'ambassade qui avait tout pris. Et comme on ne viole pas le secret des ambassades, donc, sauf l'ambassade de France, qui venait nous visiter, qui nous a rendu visite et qui a même négocié avec disons, l'homme de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, et l'homme de, comment on appelle ça, de Sierra Leone. Oui. Voilà, c'est eux qui nous ont sortis, qui ont plaidé pour nous, quoi. Est-ce que vous savez comment Sagnou Mamadi est mort? Ah oui, je vous ai dit que Sagnou Mamadi est mort dans sa cellule. Il a protesté à ne pas manger jusqu'à la fin. Donc il n'a pas été fusillé comme ça a été écrit? Ah non, 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 il n'a pas fusillé, non.
n'a pas fui Sano Mamadi. Il est mort de faim, Sano Mamadi, dans sa cellule numéro 49. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous savez si les gens qui sont restés au camp Boiro ont eu une sépulture? Oh non, nous avons réclamé tout ça. Moi-même, personnellement, j'ai réclamé ça depuis Berlin, par 2 correspondances que j'ai expédiées d'abord à Sékou Touré, personnellement, par la poste et par la voie diplomatique à la mission à Berlin. Mais comme à Berlin, en Allemagne, il ne mettait que ses parents comme diplomates, comme le Keita Sédou, voilà, qu'il avait amené en Allemagne, Keita Sédou, c'est-à-dire son beau-frère en fait. Son beau-frère, puisque Keita Sédou était le frère de sa femme. D'accord. Mm-hmm. Donc tous ces biens de l'extérieur étaient gérés par Keita Sédou. Donc Sékou Touré avait des biens à l'étranger? Ah oui, en Suisse, oui. En Suisse? Il avait des comptes là-bas. C'est après qu'on a ouvert le compte de Sékou Touré et qu'on a publié partout. Hein. Donc ce n'était pas un vrai communiste alors? Oh non, Sékou Touré était tout sauf communiste. Tout sauf communiste. Tout sauf communiste. Attention. Parce qu'il avait même renvoyé l'ambassadeur de Moscou, de Paris, de Guinée. Il a mis dans un vol, comment on appelait le vol de... Parce qu'il n'y avait que les avions soviétiques qui venaient à l'époque. Oui, dans un vol de Air Guinée. Oui, dans un vol de Air Guinée. Oh, l'aviation Air Guinée, ce sont les soviétiques qui ont créé l'aviation Air Guinée. Et les avions Air Guinée même étaient maintenant devenus des avions qui se mettaient en panne toutes les heures. Hein? Quand l'avion vient de Moscou pour la Guinée, on l'attendait pendant 6 mois. Alors qu'un avion venu en Afrique, hein, c'est quand même c'est un jour. Mais c'est l'État libyen qui recevait tous les avoirs de la Guinée, de l'Union soviétique. Tout venait en Libye et en Sierra Leone pour que la Guinée reçoive, parce qu'il y avait la coupure diplomatique avec la France et les intérêts de la Guinée étaient gérés par la Libye et par la Sierra Leone. Par la Sierra Leone. Oui. C'était cette triangulaire-là qui protégeait la Guinée. Et ces chaussures, les chaussures de la Guinée, on appelait ça avant en attendant. En attendant le bateau? Oui. J'ai entendu parler de cette histoire. Voilà, c'était des sabots? Les sabots, à la Jacou le croquant? Les pète-pète. Les pète-pète? Oui, c'est-à-dire les chaussures comme ça. Oui. Tu marches, ça fait pète-pète, pète-pète. D'accord. Donc ça, c'était en attendant le bateau? Oui, oui, en attendant. C'était en attendant. Tu veux aller acheter les attendants, parce que c'était cousu en Guinée. Comme les bateaux ne venaient plus avec. Voilà. Donc en fait, là, vous êtes en train de nous dire que Sanyo Mamadi, en fait, il a juste payé pour son arrogance. Ah oui, son arrogance. Oui, ça il faut le témoigner, parce qu'il était un homme courageux. Lui et comment il s'appelle, le militaire là, Kamanjabi, voilà les deux là.
J'étais les héros de l'époque. Chacun qui disait... Kaman Djabi qui dit... Je vous traduis d'abord ce que le président a dit, mais je vous dis ce que j'en pense. Le fait qu'il a dit qu'il va dire ce qu'il en pense, cela veut dire que le président le soupçonnait de ne pas être d'accord avec lui, avec ce qu'il dit et ce qu'il pense. Ce qu'il dit était la parole obligatoire, traduire correctement le discours du président, qui n'était pas d'accord avec lui. Bien. En tout cas, c'est très instructif parce qu'au moins, j'ai des petits éclaircissements sur une histoire que j'ignore totalement, qui m'a été racontée. Et vous savez, quand les histoires sont racontées, ben, chacun donne sa version. Et très souvent, ceux même qui n'ont pas vécu cette époque ont tendance à... Oui, c'est la fabulation, c'est la différence qu'il y a entre l'histoire de ses sources et les gens qui l'ont vécu. Parce que les gens qui ont entendu parler, chacun va inventer, mettre un petit mot pour lui, etc. Mais l'original, c'est aller toujours à l'original, c'est-à-dire à ceux qui ont vécu. Si tu peux voir maintenant les premiers soldats de la guerre mondiale, on va te raconter les histoires de la guerre en général, ceux qui n'avaient même pas de grade dans l'armée. Oui. Les vrais soldats n'ont pas le temps de raconter l'histoire. Eux, ils tirent. Ils sont sur le champ de bataille. Ils sont sur le champ de bataille. Ils parlent avec le fusil. Voilà. Est-ce que vous pouvez confirmer que Sagnou Mamadi a été enterré dans une fosse commune? Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Il avait été enterré dans une fosse commune. Et surtout, Kaman Djabi, il était noyé dans un tonneau plein d'eau. On l'a noyé dedans, fermé. Il a été étouffé. Après, on est allé jeter le tonneau dans la mer. Ça, c'est Sékou Touré. C'est comment on appelle ça? C'est Mamadi Keïta qui croyait qu'il allait hériter Sékou Touré, qui assumait cette mission-là. Parce que Mamadi Keïta était le beau-frère de Sékou Touré, oui. Oui, le beau-frère de Sékou Touré, Madame André Touré. C'était ses beaux-frères, c'était ses frères. Disons ses demi-frères, hein. Pas ses frères directs. Ses demi-frères. Ses demi-frères. Bon, et ça les rendait à l'époque vraiment tout. Est-ce que vous pensez que, à titre posthume, aujourd'hui, les familles de ces victimes-là peuvent porter plainte contre Sékou Touré? Oh non, je ne crois pas. D'abord parce que ça sera devant quelle justice? Si c'était en France, oui. Mais cette famille n'était pas d'abord victime parce qu'elle était préservée. La famille directe de Sékou Touré est encore là et certains bénéficiaires du pouvoir de l'époque, c'est toujours eux qui ont le pouvoir en Guinée. Comme les Somparé n'ont pas fait ce procès-là, je ne sais pas qui va faire encore. Disons que l'histoire de la Guinée, vous qui êtes les petites filles ou les petits enfants des victimes, puisqu'il n'est pas 100 ans depuis l'époque, hein, oui. Vous avez toujours raison de porter plainte. Hein. Mais après 100 ans, vous ne pourrez plus. Est-ce que vous pensez que la Cour pénale internationale peut quelque chose dans ce dossier? Mais avant 100 ans. Avant 100 ans. Mm-hmm. Donc il n'est pas trop tard. Non, avant 100 ans, mais il faut
préparer les dossiers dès maintenant, consulter les avocats de la Cour pénale internationale pour que lui seul, le règlement qui régit le statut de la Cour pénale, c'est lui seul, à l'heure où nous parlons, qui peut vous dire si oui ou non l'affaire est encore plaidable. D'accord. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est nécessaire de mener une action, ou alors il faut juste en parler pour que les gens gardent en mémoire ces personnes qui ont été... La mémoire, on n'emprisonne jamais la mémoire. Hein, la mémoire dont nous sommes. Vous voyez, quel âge j'ai toujours ça en mémoire. Lui, il prend la vérité de la mémoire avec lui. On pourra se fier demain, un jour, même après 100 ans, de ce qu'il fait là. C'est ça qui est la mémoire qu'on peut étudier, qu'on peut utiliser éternellement, ce qu'il fait là. Sans ça, pas possible. Il faut prendre les éléments de la mémoire de la vivante du personne pour éviter la légende. C'est que chacun raconte à son gré. Il faut avoir la chance de trouver les rescapés. On ne raconte pas n'importe quoi en matière criminelle. Tout au moins de l'ordre occidental ou américain, non. Il faut juger les choses dont vous êtes témoin personnellement. Donc il faut se presser maintenant d'aller au-devant des victimes qui seraient encore en vie, comme moi. Parce qu'après moi, chacun dit oui, je l'avais vu, il m'avait dit que, vous voyez, entre ce qu'il m'avait dit que et ce qu'il a dit, c'est différent. Mais vous êtes là, vraiment, c'est le bonheur de dire qu'on l'a trouvé encore capable d'avoir sa mémoire qu'on a recueillie. Ça, personne ne peut vous renier ça, jamais, qui que ce soit. Là, ça, c'est la vérité éternelle. Ouais. Si j'avais écrit un papier, n'importe qui peut écrire un papier, avec mon écriture même, hein, puisque nous sommes à l'heure de la machinerie qui peut tout reproduire. Merci, professeur. Même en écriture. Oui. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et merci pour la famille de Saniou Mamadi, parce que ça, c'est un témoignage fort pour la famille. Oui. C'est des souvenirs. Bon, pour moi qui ne l'ai pas connu, c'est un peu difficile, parce qu'on me parle de quelqu'un que je n'ai pas connu, mais que je sais en tout cas très courageux, qui avait des convictions, oui, qui était droit et qui pensait travailler pour la juste cause. Surtout pour le bonheur de la Guinée. Surtout pour le bonheur de la Guinée. De tous ceux qui ont été enfermés au camp Boiro, il y a eu combien de survivants? Oh, il n'y en a pas eu beaucoup. Oui, parce que beaucoup mouraient et on n'annonçait pas. On allait les enterrer la nuit au cimetière de, comment on appelle là? Oui, dans le trou commun là. On ne venait prendre le cadavre qu'à minuit, où tout le monde a dormi. Mais pour prendre leur cabine, il fallait savoir si tous les gens ont dormi ou pas. On tapait à la porte. Et nous, on a pris des clous, puisque les cabines étaient fermées en fer, pour percer des trous sur les portes, pour pouvoir voir ce qui se passe dehors. Et puis on a changé les souliers des militaires qui marchaient, crac, 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 ça faisait du bruit.
Oui. Dès qu'on entend le bruit, on sait que la police est là. Oui. Ah, cette période-là était quelque chose d'important. Si on peut se souvenir, oui. Là je vous donne que quelques bribes d'informations. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a longtemps aussi, et puis bon, avec le temps... Non seulement le temps, les maladies. Oui. Ont détérioré nos états de santé. Oui. Surtout les médicaments qu'on nous donnait à manger, à boire. On nous donnait des médicaments pour tuer nos cerveaux. Pour ne pas que vous vous souveniez de cette époque-là. Voilà. On fabriquait ça en Sierra Leone. Vous buviez ça. De grandes gorgées. Parce que c'était la saison sèche. Il y avait ce qu'on appelait la soif. Et quand vous avez soif, tout ce qui est liquide, vous buvez. Moi, j'ai bu mes urines, moi, dans la cellule 49, là où Téli était. Donc, en fait, cette fameuse cellule 49, c'était la terreur. La terreur. Quand on vous met là, c'est qu'on vous devait... On devait vous amener là-bas. Donc, vous avez échappé belle, hein? Vous avez, oui, belle, oui. Belle, oui. Est-ce que vous vous souvenez de la... Moi, j'ai souvenir belle parce que le médecin qui nous soignait, c'est grâce à lui, il est venu sortir les malades, il m'a sorti parmi les malades. Quand on est arrivé à l'hôpital, comme je n'avais même plus je n'avais plus d'os là, les doigts étaient tout ça, comme ça, sans os, oui, et puis les dents étaient dehors, ma dentition était dehors, je n'avais plus de lèvres. Donc, le médecin a refusé de me soigner, le docteur Ba a dit que non, lui, si on lui donne le médicament maintenant, on va dire que c'est la médecine qui l'a tué. Donc à son état, il ne doit prendre, on doit seulement lui donner à manger jusqu'à ce qu'il ait un peu de santé avant qu'on le soigne médicalement. Voilà les circonstances de cette époque-là. Et puis, comme au Cameroun, j'étais opposant du régime de Ahidjo. Ahidjo ne me réclamant pas. Donc voilà, aucun État ne m'a pas réclamé. Jusqu'à ce que Houphouët-Boigny est venu intervenir pour moi. Et que, à l'époque, il y avait une guerre de lutte d'influence entre Houphouët-Boigny et Sékou Touré. Et Houphouët-Boigny m'a ramené en Côte d'Ivoire pour me nommer son conseiller. Voilà. Il s'est passé combien de temps entre l'arrestation de Sayou Mamadi et sa date de mort? Oh, parce qu'à l'époque, comme il appartenait au pouvoir, on avait peur que les gens de Cabral, de la Guinée-Bissau, là, ne viennent les sortir. Parce que quand les gens de Bissau, de Cabral, je ne sais pas si vous connaissez cet aspect, je connais, sont venus libérer Cabral, ils ont profité pour libérer beaucoup d'autres prisonniers. Et c'est par ce biais-là que beaucoup ont échappé. Beaucoup ont profité pour sortir. Parce qu'ils sont venus seulement ouvrir toutes les cellules pour libérer leurs propres prisonniers. Et beaucoup de nous ont profité pour sortir à cette époque. Sauf ceux qui étaient paralysés comme moi, qui ne pouvaient même pas marcher. Quand tu ne pouvais pas marcher, tu les retardais et eux, ils ne te prenaient pas. Oui. Oui. C'était vraiment... Oh. C'était difficile. Tu me remets à ma mémoire. Il faut un jour finir cette histoire. Mais ce n'est que quand les écrits sortiraient. Parce que si on traverse une époque, une histoire comme ça sans publier l'histoire,
ça n'aurait rien servi. Il faut publier ça à longue échelle, surtout aux générations actuelles, puisque ça, on n'enseigne pas à l'école, ça. Merci beaucoup, papa. Merci pour ce témoignage et j'espère en tout cas que ce reportage fera plaisir à ma famille. Je fais ça justement à la mémoire de Sanyo Mamadi, qui était l'un des humanistes, parce qu'il s'est révolté en s'inquiétant que quand même, est-ce que si je me répète, si tous ces gens étaient contre Sékou Touré, est-ce qu'ils seraient encore au pouvoir? Avec qui il veut gouverner alors? Il veut gérer la Guinée comment? Les sables de la route ou les êtres humains? Sagnon était un homme courageux. Et pourtant, lui était considéré comme le plus pacifique, comme ne pouvant pas faire le complot. Il avait même dit que, même il avait dit ça sur le perron de la présidence, qu'on peut accuser de tout en Guinée, sauf que lui ne serait jamais dans un complot. Il a dit ça à haute voix à le micro, sur le perron de la présidence. Sékou Touré était assis. Puisque quand le ministre, c'était pas tout le ministre qui parlait. Oui. Bon, donc, c'est une histoire que nous devons... Merci pour ce témoignage et merci pour la famille de Sanyo Mamadi.